Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Le mardi 22 juillet, en fin de journée, dans le nord-ouest de l'Ukraine, un Mirage 2000-5F modifié, puis livré à l'armée ukrainienne, a été perdu. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, ce sont 5 choses. La première, c'est qu'il faisait beau. Et les images du pilote sous voile nous attestent que la météo était CAVOC, Sailing and Visibility OK, d'excellentes conditions aéronautiques. La deuxième chose que l'on sait, c'est que l'altitude lors de l'éjection était suffisante. Il ne s'agit pas d'une altitude à la dernière seconde, comme on a pu le voir par le passé, notamment avec des avions de nouvelle génération. La troisième chose que l'on sait, et contrairement à ce qui s'est malheureusement passé au Bangladesh avec un J-7 de fabrication chinoise, l'impact de l'avion au sol n'a heureusement pas fait de victimes. Et la dernière chose que l'on sait grâce aux déclarations officielles ukrainiennes, c'est que le pilote a appelé à la radio l'équivalent de son directeur des vols alors qu'il était en panne et qu'il aurait eu une défaillance au niveau matériel de l'aéronef, ce qui a amené le pilote à s'éjecter en toute sécurité. Il a été récupéré par les opérations de recherche et de sauvetage. Et donc nous sommes sur une perte confirmée d'un Mirage 2000 cédé à l'Ukraine, loin de la zone de combat. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de regarder au tableau les 8 raisons pour lesquelles on peut être amené à perdre un Mirage 2000 en nous appuyant sur des faits passés. Jingle. Je ne vais pas revenir sur l'historique du Mirage 2000, sachez juste que la toute première éjection a eu lieu en 1984 sur un prototype du centre d'essai en vol et c'est Jean-Marie Saget qui était aux commandes de ce Mirage 2000. La dernière éjection officiellement avouée, c'était le 6 février 2025, c'était en Inde à 14h40 avec un Mirage 2000B. Et avant ça, on était en Taïwan et c'est quand même le 10 septembre dernier avec un Mirage 2000-5 EI, suite, accrochez-vous bien, à une perte de poussée. Ces dernières années, on a vu les Grecs qui ont perdu un -5 avec une éjection au sol. On a vu le Pérou où il y a eu collision avec la montagne d'un Mirage 2000P. On a vu également en 2023 en Inde un Mirage 2000H percuté en vol un Sukhoi 30 MKI lors du combat. L'équipage du 2000 n'a pas survécu. L'équipage du Sukhoi s'est éjecté. Et en France, c'est le 3/11/2022 avec un avion du 1-2 Cigogne qui s'est éjecté alors qu'il ramenait l'avion à 5 km de la base en toute sécurité, éjection assez tardive pour s'assurer que l'avion finisse dans la forêt et ne touche aucune zone habitée. Qu'est-ce qui peut amener à la perte d'un Mirage 2000? On est sur un avion moderne qui fonctionne bien, mais qui, on l'a déjà beaucoup dit sur cette chaîne, est monomoteur et a donc un talon d'Achille, à savoir son groupe turboréacteur. Pourquoi est-ce que c'est un talon d'Achille? Parce que vous avez besoin d'un pilote pour mettre en œuvre un avion, mais surtout d'une excellente équipe de mécaniciens qui maîtrise bien l'avion, qui connaît sa vie, qui a une bonne compréhension des pannes et des problématiques, des choses à surveiller sur Mirage 2000. Et c'est pas pour rien si quand on vend des avions à l'export, généralement, il y a également des spécialistes, que ce soit du réacteur, que ce soit d'autres systèmes, qui vont accompagner nos clients export dans leur pays aux 4 coins du monde. Je ne sais pas si c'est le cas en Ukraine, mais ce que je peux vous dire, c'est que la raison la plus probable, c'est une panne moteur. Qu'est-ce qui peut amener à la panne du M53? Il y a 2 grandes raisons. La première va être un souci technique au niveau du réacteur lui-même, qui, par défaut de maintenance, par vieillesse, par fatigue, va avoir un souci.
Le grand souci classique sur les avions de cette génération, et nous on avait beaucoup avec le super étendard, c'était le calculateur. Mais si vous avez une panne du calculateur, on va dire du cerveau intellectuel, du cerveau informatique du réacteur, eh bien vous avez un secours, ce qu'on appelait sur super étendard le SRE, système qui vous permet de piloter directement le moteur en bypassant le côté électronique. Donc vous voyez, il y a quand même de la redondance, c'est bien pensé. Mais par contre, si vous êtes face à une interaction, à un corps étranger qui vient gêner votre avion, avec une collision aviaire, ou avec, même on l'a vu avec un Mirage 2000 en Afrique, votre sac qui vient arracher un bouton et vous couper l'arrivée de carburant au réacteur, hein, c'est arrivé, on a la vidéo sur la chaîne, là ça va être beaucoup plus compliqué. Maintenant, si vous êtes à une hauteur suffisante, vous allez quand même avoir du temps devant vous. Néanmoins, c'est une aile delta, donc le temps est en secondes. Il va falloir quand même aller assez vite. Mais si vous n'êtes pas en haute altitude, vous avez une panne moteur, une panne réacteur, vous avez quand même plusieurs dizaines de secondes devant vous, et il y a de grandes chances que vous finissiez en éjection en passant une certaine hauteur de sécurité. Donc ça, c'est probable. Pour ce qui est de la panne hydraulique, c'est une possibilité, mais c'est une possibilité plutôt faible. Il y a des systèmes de secours, de la redondance, donc il faudrait une cascade de pannes successives pour vous forcer à vous éjecter. La panne électrique, on est dans du possible moins. Pourquoi? Notamment parce qu'on a eu échange radio, d'après les déclarations officielles, entre le pilote et le directeur des vols. Donc il y a quand même peu de chances que ce soit une panne électrique, mais même avec une panne électrique, il y a de la redondance sur ces Mirage 2000. Encore une fois, c'est des systèmes bien pensés. En numéro 4, on aurait une panne du système de navigation, toute l'avionique embarquée. Mais là, encore une fois, on est sur du possible moins. Pourquoi? Parce qu'on est avec d'excellentes conditions. Des pannes de tout ce qui est système de navigation, moi j'en ai déjà eu de nuit par mauvais temps en super étendard, c'est moyen, mais avec du beau temps comme ça va bien se passer, donc ça va pas vous amener à vous éjecter. On a vu un F-35 avec des soucis justement au niveau de l'informatique dans les nuages. Qu'est-ce qu'il a fait? Le pilote a décidé de s'éjecter. Donc même avec un avion de 5e génération, vous avez un talon d'Achille, vous êtes dans les nuages, vous n'avez plus aucune référence. On le verra sur la chaîne dans quelques semaines également avec un F-16 qui décolle de Corée du Sud. Eh bien, ça peut vous amener à sortir de l'avion. Ça s'est vu en F-35, ça s'est vu en F-16. Les pannes de commande de vol. Les pannes de commande de vol, des avions ont déjà été perdus pour ça. Très peu probable dans le cas de notre Mirage 2000, mais on le met quand même en possible moins parce qu'il faut l'avoir en tête, c'est une possibilité. Quand vous volez avec des commandes de vol électriques, il faut garder en tête qu'on peut avoir des fois des soucis avec. Même si, encore une fois, on a des systèmes de redondance. En 6, on a l'abordage. On a vu qu'un Mirage 2000 avait une collision, un abordage en vol avec le Sukhoi. C'est déjà arrivé par le passé et c'est déjà arrivé malheureusement en Ukraine. On a eu 3 pilotes de chasse qui ont été perdus alors qu'ils volaient en L-39. C'était il y a environ 2 ans. Il y avait notamment un pilote très connu dans les réseaux sociaux, Juice, qui était décédé ce jour-là. Donc on ne sait pas si d'autres avions ont été touchés. Mais quand il y a un abordage en vol, un avion peut très bien rentrer et un autre être trop endommagé et forcer l'éjection. Donc l'abordage, on est dans du possible, là où le reste, là, on est plutôt dans du possible moins, et le moteur, on a dit probable. Ensuite, dans les raisons pour lesquelles on peut avoir des accidents, on l'a vu au Pérou récemment, c'est le CFIT, Control Flight into Terrain, donc vous avez un avion en parfait état, vous rentrez dans la montagne. On l'a vu malheureusement avec un Mirage 2000D en France, dans la mauvaise météo, en vol très basse altitude, un avion en parfait état de marche qui allait taper le sol. Les illusions sensorielles, alors là on est sur du post moins, parce qu'il fait grand beau, mais s'il avait fait pas beau, s'il y avait eu des nuages, avec des plafonds bas, c'est possible. Pas beaucoup de relief en Ukraine, quoique, mais l'illusion sensorielle, il ne faut pas oublier que la première perte de Rafale de l'armée de l'air et de l'espace est due à une illusion sensorielle de nuit. L'illusion sensorielle tue, elle a tué sur F-35, elle a tué sur 2000, elle a tué sur F-16, elle a tué sur Rafale, donc il faut en avoir conscience et s'en méfier. Et ensuite, on a la panne pétrole. Alors, je l'ai mis en post-moins, ça peut faire sourire. Je vous rappelle quand même que sur une mission de guerre, un Rafale Marine qui décollait du porte-avions Charles de Gaulle, qui devait aller se battre en Afghanistan, il y a eu des soucis dans la gestion de pétrole, une cascade, un enchaînement de situations qui nous a amené à perdre un Rafale Marine sur une mission de combat à cause de l'épuisement des réserves de pétrole à bord. Donc, dans une zone où vous pouvez peut-être être amené à larguer vos bidons ou avoir des pilotes qui s'oublient un peu sur la post-combustion, il faut avoir conscience qu'avec ces avions, la grande différence avec ce qu'on fait ici, par exemple les UM Sud-Bassin avec des petits avions, c'est que la variation de consommation n'est pas énorme.
vous êtes sur du Mirage 2000, vous êtes sur du Rafale, avec ces avions-là, sur des changements de consommation instantanée qui sont gigantesques, fonction que votre manette des gaz soit sur l'arrière ou vous soyez à haute vitesse avec la manette des gaz vers l'avant à fond, ça va avoir un énorme impact sur votre consommation de pétrole. Et on a souvent vu des jeunes pilotes se faire avoir. Donc c'est plus gênant sur un porte-avions où on ne peut pas avancer votre heure d'appontage que ce n'est gênant sur une piste normale où vous allez pouvoir aller vous poser sur la piste. Mais ça, c'est un facteur qu'il fallait quand même évoquer, la panne pétrole, même si elle est en post-moins. Donc au final, perte d'un Mirage 2000, sans acte hostile apparemment vu la zone où ils sont en Ukraine, eh bien on serait sur en probable une panne moteur à cause d'un corps étranger ou à cause d'un souci technique. En possible, un abordage lors d'un vol d'entraînement, même si peut-être qu'ils auraient communiqué dessus, comme ils ont communiqué sur le coup du L-39. Les autres raisons, on en a parlé. Mais si vous voulez mon avis personnel, le plus important à retenir de cette perte, c'est que des pertes, il y en a, même si on voit clairement avec la perte des 3 F-16, avec cette perte de Mirage 2000, je vous rappelle qu'ils ont été livrés en début d'année, des statistiques où les accidents sont beaucoup plus nombreux en Ukraine que ce qu'ils sont pour des utilisateurs normaux, ce qui est normal du fait de la formation, mais non pas des pilotes, principalement, je pense, de tout l'échelon logistique et du temps nécessaire à l'acculturation pour faire du Mirage 2000, pour faire de la F-16 en maintenance efficace, car le nerf de la guerre pour l'arme aérienne restera toujours les mécaniciens. Sans mécaniciens, vos monomoteurs ne fonctionneront pas. Donc on a beaucoup parlé pilote sur cette chaîne. Dès le début, on vous a dit livrer quelques Mirage 2000, ok, c'est un geste politique, mais derrière, d'un point de vue RH, ça aura son impact, ça aura sa complexité. Et généralement, les opérationnels n'aiment pas les micro-flottes que quelques avions parce que ça vous force à garder de l'ARH, à faire monter en compétence de l'ARH sur un pool de machines qui en fait ont un impact opérationnel assez limité. Là où cette RH, injectée dans une flotte plus grosse, par exemple s'il y a 60 ou à terme 84 F-16, peut avoir plus d'impact. Maintenant, les Ukrainiens ont clairement dit qu'en termes de Mirage 2000, ils visaient d'en avoir une vingtaine à terme, ce qui ne serait plus une micro-flotte, ce qui serait un objectif cohérent. Mais si vous suivez un petit peu cette chaîne, dès 2022, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, ce qui manque à l'heure actuelle, depuis 3 ans à l'armée ukrainienne, c'est une vision, un format d'armée vers lequel ils comptent aller de manière à pouvoir mettre en place à terme une dissuasion conventionnelle. On vous le répète depuis 2022, on l'a mis dans notre livre début 2023, c'est cette vision-là qui manque. Et sans cette vision-là, l'accélération est extrêmement compliquée. Injecter de l'ARH pour les former est extrêmement compliqué car vous dites on n'a que 3, 4, 5 avions et on a du mal à scaler du coup. Enfin bref, ça c'est d'autres sujets, mais encore une fois, le nerf de la guerre, ce sont les mécaniciens. On ne sait pas, et je ne sais pas si on saura un jour la raison réelle pour laquelle l'avion a été perdu, mais ce qui est sûr, c'est que tous les pilotes doivent énormément à leurs mécaniciens et que tous les pilotes de chasse doivent énormément à Martin Baker qui, encore une fois, a bien fait son travail et a permis aux pilotes de survivre à cette problématique technique. Tout dernier point pour les puristes, on voit dans le compte-rendu qu'il nous parle du directeur des vols qui a cet échange. C'est intéressant de voir que là, on est sur quelque chose qui est plutôt dans la culture anciennement soviétique. Dans les armées occidentales, on a plutôt tendance à gérer nos pannes tout seul, sauf si on est proche du terrain et qu'on a vraiment capacité à échanger avec notre directeur des vols. Et on va le faire si on peut. Mais le fait que ça soit mis en avant comme ça, c'est quand on étudie la manière de faire des armées anciennement soviétiques, il y a une énorme autorité qui vient du sol, une sorte de micromanagement qui est donné au directeur de vol au sol, là où nous, dans les armées occidentales, on est beaucoup plus libre de nos choix. La raison pour laquelle j'insiste, c'est pendant l'époque soviétique, par exemple, la décision d'éjection ne pouvait pas être déléguée au pilote, ça venait du sol, ce qui est une hérésie d'un point de vue occidental. C'est pour vous montrer que c'est des manières de réfléchir, des manières de travailler ensemble qui sont différentes. Donc le fait qu'il y ait cette remarque sur l'échange avec le directeur de vol a attiré mon attention parce que je me pose la question de savoir est-ce que l'éjection est à l'initiative du pilote ou est-ce qu'elle vient d'un dialogue avec le sol, ce qui serait assez loin d'un point de vue culturel de ce qu'on peut faire par exemple en Occident. Mais, encore une fois, vous êtes proche de la base, vous êtes jeune pilote, vous avez tout avantage à parler au directeur des vols. Le pilote de chasse, même s'il est tout seul aux commandes, aime bien aller chercher de l'aide extérieure et un bon directeur des vols, ça peut vous sauver la vie.
Je terminerai sur le fait que même en aviation légère, vous pouvez demander de l'aide à un ami. Vous avez une panne en vol, vous pouvez demander de l'aide à un instructeur, vous pouvez demander de l'aide à la tour qui peut aller chercher un spécialiste. Quand on prend les compagnies aériennes, on a même des hotlines au niveau des fabricants avec des personnes en alerte en H24. Vous êtes en vol, vous avez une problématique particulière, il y a des spécialistes d'Airbus, il y a des spécialistes de Boeing, des spécialistes des moteurs qui peuvent être joignables dans un délai assez court, même si vous êtes en vol. Donc ça, l'aide d'un ami, c'est pas que dans qui veut gagner des millions. Je vous dis à très vite, pourquoi pas pour qu'on vole ensemble, et d'ici là, fly safe.